bienvenue dans Incorporer, le podcast qui va t'aider à plus habiter ton corps et à mieux vivre ta vie. Je m'appelle Olivia Chival et même si je suis médecin dans mon quotidien, ici dans le podcast, il ne s'agit pas d'une thérapie et je ne délivre pas de conseils médicaux, il s'agit plutôt d'un endroit où je mets au centre le corps pour le changement, le corps pour trouver des ressources. Et surtout, mon grand souhait, c'est de te partager dans ces épisodes-là des astuces, des outils, des informations, des inspirations pour que toi tu puisses mieux vivre ta vie, sortir du stress et des pensées et rentrer dans toutes les ressources que ton corps te propose pour aller mieux et pour comprendre ton propre fonctionnement. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'interview. J'espère que tu vas bien et si ce n'est pas le cas, j'espère que dans cet échange qui va suivre, tu vas trouver de l'inspiration, du bien-être, de l'apaisement, de la réassurance. Peut-être tu as envie de prendre une grande inspiration et faire une longue expiration pour commencer. Parce que l'interview d'aujourd'hui, je l'attendais depuis longtemps et je trouve que c'est devenu un échange tellement inspirant, tellement apaisant, tellement riche autour d'un thème qui est très complexe et très important, c'est l'attachement. Pour ce thème autour de l'attachement, j'ai invité Raphaël Gazon, qui est psychothérapeute, formateur et superviseur en thérapie sensorimotrice. Raphaël est pour l'instant le seul formateur francophone pour la thérapie sensorimotrice et il était président de l'ESTD, The European Society for Trauma and Dissociation, la Société européenne pour le trauma et la dissociation. Il est beaucoup formé en termes de trauma, dissociation. Et si vous vous demandez pourquoi je lui demande de parler autour du thème de l'attachement alors qu'il est spécialiste du trauma, eh bien souvent le trauma et l'attachement vont ensemble. J'en parlerai certainement dans un autre épisode. En tout cas, Raphaël est une très belle personne et il a cette capacité un peu déroutante d'un bon thérapeute avec lequel on se sent vraiment en parfaite sécurité et vu en même temps. Il a son propre rythme, moi je trouve, moi qui suis plutôt très rapide, eh bien avec Raphaël j'apprends à ralentir. Et c'est assez fascinant de le voir travailler parce qu'on le voit observer le corps de la personne, l'expression, la posture pour pouvoir placer vraiment le bon mot au bon moment. Et quand ce mot touche, eh bien c'est déjà le début d'un changement. Notre échange finalement est une vraie introduction dans le thème de l'attachement que je trouve assez complet et il est intéressant pour vous si vous êtes thérapeute. D'ailleurs, Raphaël donne quelques astuces comment lui il fait pour être apaisé dans des accompagnements difficiles. Et si vous n'êtes pas thérapeute, cet échange peut être intéressant pour vous si des fois vous avez l'impression de répéter des schémas dans votre vie ou tout simplement si vous avez envie de mieux vous comprendre. Raphaël va nous amener dans la définition du lien d'attachement, des différents comportements d'attachement, du système d'attachement, des stratégies d'attachement. Il explique comment notre culture peut moduler notre système d'attachement et comme des fois ça peut amener à des incompréhensions entre différentes cultures ou entre des personnes de différentes cultures. Puis il va nous parler des différentes catégories, des modalités d'attachement, l'attachement évitant, l'attachement préoccupé,
l'attachement sécure, l'attachement désorganisé ou traumatique. On va apprendre comment le corps participe aux différentes stratégies et aussi comment notre corps peut nous aider à comprendre comment on fonctionne dans nos relations. Et au milieu de tout ça, il nous propose aussi une petite expérience à faire pour ressentir le lien entre les croyances et notre posture, l'expression de notre corps. C'était un très bel échange et juste avant de vous laisser partir dans l'interview, une information importante, c'est que si toi tu as envie de mieux te comprendre, de commencer à bâtir une relation saine avec toi-même et apprendre des outils pour réguler tes émotions, je te propose une semaine gratuite du 18 au 22 mars, le refuge à l'intérieur, une semaine de découverte de soi-même, avec surtout une soirée sur Zoom en live avec moi qui va être vraiment chouette. Je suis en train de te préparer une sorte de méditation guidée avec des éléments d'hypnose pour que tu puisses vraiment te créer un refuge à l'intérieur de toi. Les inscriptions sont ouvertes, c'est gratuit et toutes les informations sont en dessous de cet épisode sur le lien Ma Sécurité Intérieure. Et avec tout ça dit, c'est parti pour l'épisode. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Incorporé. J'ai l'honneur, je me sens vraiment très honorée et je suis très heureuse d'avoir avec moi Raphaël Gazon. Raphaël Gazon est psychologue clinicien. Il est spécialisé dans la thérapie sensorimotrice et à vrai dire, je crois que tu es toujours le seul formateur et thérapeute, enfin formateur pour la thérapie sensorimotrice en français, en langue Oui, française, c'est ça. En langue ouais, française. Ouais, ouais. en France, en Suisse, en Belgique, au Canada. Pour l'instant, Raphaël est le seul qui Mhm, transmet mhm. belle pratique et tu t'es formé dans plein d'autres domaines, beaucoup de formations autour du trauma, de la dissociation. Tu t'es formé en EMDR, en TCC et Ouais. tu as créé un institut en Belgique en 2012, l'Institut PEPS, justement, qui travaille beaucoup autour des émotions et du trauma et de l'attachement. C'est ça? C'est ça. Ouais. Bienvenue, Raphaël. Merci beaucoup de prendre de ton temps précieux. Merci, Olivia. Je commence les interviews en général avec une question qui me vient quand je pense à la personne que j'ai avec moi. Et la question qui m'est venue avec toi, c'est qu'est-ce qui t'aide à traverser des moments difficiles? Dans ma vie en général, c'est ça. Par exemple, C'est une question à laquelle je ne m'attendais pas. désolée, tu n'es pas obligé de répondre. Bah, Mais ouais, ouais, mais elle est vraiment intéressante. Qu'est-ce qui m'aide à traverser des moments difficiles? Euh, je pense qu'une première chose importante, c'est de sentir que je peux compter sur les personnes importantes. Le fait d'être entouré de personnes sur qui je peux compter est quelque chose qui m'aide beaucoup. Ouais. Et je sais que je peux compter sur des personnes familialement et professionnellement. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé toute une équipe professionnellement. On est une trentaine de psychologues là au centre PEPS, mais j'ai aussi maintenant toute une équipe administrative derrière. Et je sais que tous ensemble, on peut faire face à énormément de choses. Donc il y a très peu de problèmes, de difficultés euh, auxquelles on n'arrive pas à faire face en tant qu'équipe. Mais c'est pareil aussi au niveau privé, en tant que famille. Je pense on est suffisamment soutenants les uns pour les autres que pour pouvoir traverser pas mal de choses.
Donc ça, c'est vraiment tout ce que j'ai organisé dans ma vie de tous les jours pour me protéger justement des coups durs. Et je remercie d'ailleurs toutes les personnes qui me soutiennent au quotidien. Et maintenant, individuellement, je pense que j'ai appris progressivement à prendre du recul par rapport à toute une série de trucs. Euh, j'ai eu beaucoup de rôles différents dans ma vie. J'ai travaillé dans toute une série d'endroits. J'ai eu toute une série de responsabilités différentes, toute une série de crises à gérer à toute une série de niveaux. Et je pense que j'ai vraiment appris à prendre du recul et à ne pas considérer les problèmes comme étant graves. Ouais. Je Waouh, sais que les choses se résolvent, je sais que les difficultés ne durent pas, hein. Et puis je sais aussi que toute chose a une fin, y compris la vie. Ouais. Et je pense que d'accepter tout simplement que la vie a une fin, la réalité de la mort, pouvoir regarder ça en face avec de plus en plus de sérénité, je pense que ça m'apaise pour pas mal de choses. Ouais. waouh, Alors, c'est... mais je dirais concrètement aussi, quand je suis un peu stressé, j'aime bien en fait écouter des mantras chantés, figure-toi. Mhm. Et donc je mets mes écouteurs et j'écoute des mantras. Avant, je faisais un peu de méditation, mais ça me fatigue la méditation. Maintenant, je fais les mantras, ça me fatigue pas et j'aime bien. Ça, je comprends rien à ce qui se dit parce que c'est pas en français que ça se dit, mais ça m'apaise. Et j'ai certains mantras comme ça que j'ai dans des playlists et que j'écoute systématiquement. Ouais. Génial. Ouais. Merci beaucoup pour ce beau partage. Ouais, les mantras, ça Mm. fonctionne avec les vibrations. Et je me souviens, Ouais. on a parlé une fois de la méditation, tu me disais à peu près la même chose et en même temps, tu m'as dit, tu médites toute la journée dans ton travail puisque tu es tout le temps présent. Ouais. En fait, c'est ça. Je faisais de la méditation formelle avant, j'en fais plus parce que je trouve ça fatigant. Mais je me suis rendu compte effectivement que c'est un peu comme si je faisais encore une heure de plus ce que je fais déjà toute la journée. Et en fait, mon corps, mon esprit, pour se ressourcer, a besoin de faire d'autres choses que de la méditation. Je Hmm. préfère sortir, je préfère bouger, je préfère voir des amis, je préfère aller au cinéma, je préfère ne penser à rien. Mais le méditer, c'est un peu comme si, ouais, c'était un effort que je sens que j'ai pas besoin, j'ai pas envie de le faire. Mais accompagner les gens, hein, comme je t'avais déjà dit plus tôt, c'est vraiment une méditation. C'est une méditation. Offrir de la présence aux gens, depuis le matin jusqu'au soir, c'est comme si j'étais en méditation quasiment toute la journée. Ouais. Et ça m'apaise de voir les gens, en fait, souvent. Euh, être en présence des personnes que j'accompagne, leur offrir une qualité de présence, je trouve que ça a un effet régulateur sur moi aussi. Ouais. Waouh. Waouh, Mhm. tu as déjà entamé plein de sujets dans lesquels j'aurais envie de plonger. Et en même Ouais, temps, le thème pour lequel j'étais invitée, c'est l'attachement, en sachant que dans ce podcast, ce que je mets au centre, c'est vraiment le corps. Et toi, tu es vraiment spécialiste pour tout ce qui est trauma et attachement. Euh, ouais, Est-ce que tu voudrais expliquer peut-être pour commencer qu'est-ce que c'est l'attachement? Parce que c'est un mot qui tourne, je me souviens après ouais, les études, même après avoir travaillé en psychiatrie pendant longtemps, je ne savais pas du tout ce que c'est. ouais. Ouais, t'es pas la seule à être un peu confuse quand on parle d'attachement. C'est parce qu'on utilise le même mot pour couvrir différentes réalités. Hein. Donc, par exemple, la plupart des gens, quand on pense attachement, pensent à être attaché à, avoir un lien avec. Et quand on considère l'attachement comme un lien, on peut être attaché à ses enfants, à ses parents, mais on peut être aussi attaché à sa voiture. Tu vois, on peut être attaché à son cactus, là, qu'on fait grandir depuis 10 ans. On peut être attaché à sa maison, on peut être attaché à son pays, à sa ville, à certains de ses habits, attaché à sa maison, à son jardin. On peut être attaché à Dieu, on peut être attaché à la nature, on peut être attaché à son chien, toutes sortes de choses. Et donc, du coup, ça, c'est vraiment l'attachement en lien.
Et ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que il y a un lien d'attachement avec quelque chose ou quelqu'un dès le moment où cette chose ou cette personne, cet être est devenu unique et non interchangeable. Ouais. Alors, j'ai un exemple rigolo parce que j'aime bien. Mon beau-frère, il est attaché à sa vieille Toyota Corolla. Je pense qu'elle date des années 80 ou 90. Ouais. Euh, donc, je pense qu'on on lui proposerait à mon beau-frère de remplacer sa vieille Toyota Corolla par une autre Toyota Corolla. Je pense qu'il ne serait pas d'accord parce qu'en fait, sa Toyota Corolla, elle est devenue unique et non interchangeable. Ouais. On est attaché à une personne des moments où cette personne est devenue unique et non interchangeable. Ah, si tu proposes à un parent, n'importe quel parent, qui est attaché à ses enfants, tu dirais à une mère par exemple, est-ce que tu serais d'accord qu'on te prenne ton fils là, mais tracasse pas, on va le remplacer par un autre? Ouais. La plupart des parents bien constitués refuseraient ça de toute leur force. Même si on leur propose un fils qui travaille bien à l'école, qui est dans la maison, la plupart des parents n'ont pas envie qu'on remplace leurs enfants par d'autres enfants. C'est ça le lien attachement. Ouais. Donc, en fait, l'attachement, c'est quelque chose qui se construit. C'est quand j'achète une nouvelle voiture, je ne suis pas tout de suite attachée. C'est quelque Mais chose je qui... pourrais m'attacher vite. C'est peut-être une voiture coup de cœur alors à ce moment-là. Ah, C'est bon? Comme je pourrais m'attacher, imaginons si j'ai un coup de foudre euh, avec une femme que je croise et qu'on entame une relation, je pourrais m'attacher à elle dès les premiers jours. Ouais. ok. Euh, donc il y a des attachements qui se font avec le temps et puis il y a des attachements qui se font rapidement. C'est une alchimie qui est difficile à comprendre, mais dès le moment où quelqu'un ou quelque chose devient unique et non interchangeable, il y a réellement un lien d'attachement. Ok. Donc, Ouais. l'attachement en soi, c'est pas forcément un problème, entre guillemets. L'attachement, c'est quelque chose de physiologique quand, en tant qu'être humain sur cette terre, on expérimente tous. Mais il y a des personnes qui ont des problèmes avec ça, justement, des personnes qui ont du mal à s'attacher. Ouais. On peut parler parfois d'attachement indifférencié. Il y a des personnes, par exemple, qui sont avec un compagnon ou une compagne. Ils ne sont pas spécialement attachés à ce compagnon ou à cette compagne en tant qu'individu. Hein. Et on le voit, la compagne s'en va, et puis on voit le compagnon qui prend une nouvelle copine, une nouvelle compagne 2 semaines plus tard. Ah. C'est un peu comme si ce qui convenait à cette personne, c'était d'être en couple avec quelqu'un, mais pas avec quelqu'un en particulier. Tu vois? On ne peut pas dire qu'il y a vraiment un lien d'attachement avec sa compagne, mais il y a une espèce de réassurance euh, que la personne ressent à vivre avec quelqu'un. C'est un, Mais il n'est atta- pas attaché à cette personne. c'est un Ouais. attachement au construit, enfin, au Mais couple. disons que c'est une sécurité que la personne se crée en vivant avec quelqu'un. Mais il n'est pas spécialement attaché à cette personne. Ouais. Ok. Et donc là, on rentre déjà dans les troubles de l'attachement. Oui, L'attachement, on pourrait parler effectivement de personnes qui s'attachent pas. Ou alors des gens qui s'attachent de façon indifférenciée. Tu vois ça parfois euh, chez les enfants qui grandissent en institution. Euh, C'était une dame qui me racontait ça. Elle est allée dans un orphelinat au Maroc. Et puis, dès le moment où elle arrive, il y a des enfants qui courent vers elle et puis qui lui disent est-ce que tu veux être ma maman? Est-ce que tu veux être ma maman? Est-ce que je peux rentrer avec toi? Ils ont en fait pas mal de comportements d'attachement, tu vois, tellement intense et tellement fort que la dame avait un petit peu du mal à partir. Ouais. Elle se disait que si elle partait, là, les enfants allaient être malheureux. Mais elle est partie de quelques heures que les enfants ne montrent aucun signe de détresse. Ouais. Par contre, ils vont avoir les mêmes comportements avec la personne adulte qui va suivre 2 semaines plus tard. Ouais. Imaginons, on aurait une autre intervenante qui vient le mois plus tard. Les enfants vont lui dire exactement la même chose, réagir exactement pareil. Mais on ne peut pas dire qu'ils ont un lien d'attachement avec toutes ces personnes. Par contre, ils ont des comportements d'attachement. Donc, il faut vraiment distinguer, tu vois, les liens d'attachement, ça veut dire quelqu'un devient unique et non interchangeable, des comportements d'attachement. Il y a des gens qui ont plein de comportements d'attachement, mais qui n'ont pas de lien d'attachement. wow. Tu vois, ces enfants, ils ont plein de comportements d'attachement, mais ils n'ont pas de lien d'attachement. Mais à l'inverse, il y a des gens qui ont très peu de comportements d'attachement, mais qui ont des liens d'attachement forts.
Il y a des maris, par exemple, que je connais, qui ont très peu de mouvements d'affection vis-à-vis de leur compagne, qui expriment très peu l'amour qu'ils ressentent vis-à-vis d'elle. Mais je sais qu'ils sont très fort attachés à leur compagne. Ouais. Donc, comportement d'attachement et lien attachement, c'est pas pareil. Mhm. Ouais. Deux choses différentes. Et quand on parle de comportement d'attachement, alors on parle d'un autre concept. Ouais. Et cet autre concept, c'est l'expression des systèmes d'attachement. En fait, l'attachement peut être vu comme un système d'action. Alors, il y a plusieurs synonymes. On peut parler de système d'action, système comportemental ou système motivationnel. En fait, ces systèmes d'action, ces systèmes motivationnels sont des systèmes préprogrammés qui s'enclenchent pour coordonner les actions en direction d'un but adaptatif. Ouais. Donc, par exemple, un enfant, quand il a mal, quand il a peur, il va enclencher son système attachement. Et son système attachement va le pousser, quand il est tout petit, à pleurer. Ouais. Et en fait, le fait de pleurer, ça a pour but qu'un adulte entende l'enfant et vienne s'en occuper. Donc ça, c'est quelque chose Ouais. qui est naturel, qui est inné. Ça, En... c'est inné, c'est le système attachement. Mais au départ, l'enfant, quand il a 2, 3 semaines, n'a pas encore de lien attachement avec son parent. Mais il enclenche son système attachement. C'est-à-dire qu'il enclenche un système qui le pousse à pleurer quand il a mal, quand il a faim, quand il est en détresse. Mais à force de recevoir, à force de pleurer et que sa mère réagit pour s'en occuper, ouais, cet enfant va développer, si tout va bien, un lien d'attachement avec sa mère. Ouais. Donc un enfant, en fait, enclenche des comportements d'attachement avant d'être capable de créer des liens d'attachement. Tu Mhm. vois? J'ai une toute petite question là. Ouais. L'attachement, il peut pas déjà se créer dans le ventre de la maman? Peut-être une espèce de prototype, enfin, en tout cas un précurseur d'attachement. Ouais, ça veut dire que l'enfant va peut-être reconnaître ou discriminer la voix de sa mère Ouais. d'autres voix. Là, on voit que les enfants petits euh, n'ont pas réagi tout à fait pareil à la voix de leur mère, hein, si on compare leur réaction à la voix d'autres personnes. Hein, donc la voix de leur mère, parce qu'ils ont entendu la voix de leur mère dans le ventre, ben, elle peut avoir un effet apaisant. Mais on ne peut pas dire en fait que l'enfant est attaché à la personne de leur mère. L'enfant ne sait pas que leur mère existe. Ouais. Ils ne savent même pas qu'ils existent eux-mêmes. Oui. Mais progressivement, à force de pouvoir finalement identifier leur mère comme étant une personne à part entière, ouais, ben, ils vont développer en fait un lien d'attachement. Et donc l'enfant alors va développer aussi des peurs de séparation dès le moment où il est attaché à sa mère. Hein. Mais quand sa mère va quitter la pièce, quand elle va s'absenter, il va ressentir une détresse. Ouais. Et il va pleurer, faire des crises pour ne pas que sa maman s'en aille, pour qu'elle vienne le chercher quand il y a une séparation. Mais là, si c'est le cas, ça, hein, si maman quitte la pièce et son enfant pleure, il y a un lien d'attachement. Et là, on est encore dans tout ce qui est physiologique et normal. On est dans l'enclenchement du système d'attachement, mais l'enclenchement normal. Mhm. Un enfant enclenche son système d'attachement quand il a peur, quand il a mal. Et puis quand il a créé un lien d'attachement avec un parent, une figure parentale, mais il enclenche son système d'attachement quand il y a une séparation avec ce parent. Et il y a toute une période de vie où les angoisses de séparation sont importantes. Puis Mhm. après, ça s'apaise, l'enfant est capable un peu plus d'autonomie. Donc, le système d'attachement, il est déclenché pour rentrer en lien avec une figure d'attachement. Pas spécialement. Le système d'attachement est déclenché pour obliger une figure d'attachement à donner de la régulation et de la sécurité. Mhm. Ouais. Et l'enclenchement du système d'attachement, avec le temps, va créer un lien d'attachement. Donc, c'est Tu un vois, un peu... bébé, il enclenche son système d'attachement, c'est pas pour créer un lien, hein. Il enclenche son système d'attachement pour créer une réaction de protection et de régulation de la part de son parent. Donc, c'est Ouais. vraiment pour obtenir de la régulation, protection et sécurité. Voilà, pour La- obtenir de la sécurité, de la régulation et de l'interaction. Ouais. Mhm. Ok. Mais avec le temps, il va se créer un lien d'attachement.
En quoi, Va bien. en quoi ça peut être intéressant quand on se pose en tant qu'adulte des questions par rapport à notre système d'attachement? On s'interroge sur comment on fonctionne au niveau de l'attachement. Mhm. Euh, En fait, c'est intéressant parce que il y a vraiment des patterns d'attachement qu'on va développer. Ça veut dire que, en fait, l'attachement, dans son expression la plus brute, c'est un bébé qui a mal, qui a de la détresse, et il va pleurer. Ouais. Alors, il va pleurer pour qu'on l'entende et qu'on vienne s'occuper de lui. Quand ce bébé commence à marcher, imaginons il explore un petit peu le monde, et puis il y a quelque chose qui l'effraie, par exemple un chien qui aboie. Ben, il va pleurer, mais non seulement il va pleurer, mais il va aussi courir dans les jupes de sa mère. Ça va? Donc il utilise ses petites jambes, son corps pour se rapprocher de sa mère. Donc en fait, le cri d'attachement, le déplacement en lien avec l'attachement, ça vise à se rapprocher d'un papa, d'une maman, ouais, ou ça vise à amener un papa, une maman, pour qu'il donne de la régulation, de la sécurité, de l'interaction. Mhm. Ça va? Oui. Ça, c'est l'expression brute de l'attachement. C'est comme ça qu'on est génétiquement programmé. Mais cette expression, l'expression du système attachement va être modelée par les expériences de vie, par l'éducation et par la culture. Ouais. Ça veut dire qu'il y a des cultures, par exemple, ou des éducations, où très rapidement, le parent va montrer à l'enfant qu'en fait, là, il est assez grand, et qu'il peut se débrouiller tout seul. Ouais. Et en fait, très rapidement, quand l'enfant commence à pleurer, il peut avoir sa maman qui montre, oh, moi, j'ai pas spécialement tout le temps envie de m'occuper de toi. Ouais. Et tu peux te débrouiller un peu tout seul. Donc, s'il a une maman ou un papa comme ça, l'enfant, il va apprendre très tôt à inhiber un peu ses pleurs et montrer de l'autonomie. Parce qu'il voit que quand il montre de l'autonomie, que maman est contente. Exemple. Papa est content. Il y a d'autres cultures où c'est des cultures beaucoup plus collectivistes en général, tu vois, où les parents vont s'occuper euh, beaucoup plus tard justement de leurs enfants, vont accepter de donner des comportements de maternage, de paternage plus tard dans l'évolution de l'enfant. Ouais. Et donc cet enfant va développer en fait d'autres stratégies d'attachement. Tu vois? Si un enfant, pour qu'il ait satisfaction de ses parents, doit se montrer autonome très tôt, versus un enfant, ben, il peut rester un enfant plus tard dans d'autres familles ou d'autres cultures, ça va façonner les comportements d'attachement. Il y a Tu des vois? cultures où les parents ne s'occupent pas des bébés au début, mais plus tard. Donc, tout le monde s'occupe des bébés au début, mais il y a des cultures qui demandent l'autonomie plus tôt. D'accord. Ok. Par exemple, à un certain âge, si tu chronomètres, imagine tu chronomètres le temps de réaction de certaines mamans dans certains pays. Tu vois? Imagine que tu vas chronométrer le temps de réaction d'une maman finlandaise au pleurs de son bébé et tu vas le comparer au temps de réaction d'une maman marocaine, par exemple, ou d'une maman du sud de l'Italie. C'est pas sûr qu'elles aient le même temps de réaction. Et ça façonne. Ouais, il y a dans certaines cultures, on va réagir un peu plus tard au pleurs du bébé. Ça peut être quelques secondes plus tard, ou ça peut être quelques minutes plus tard, quand le bébé est un peu plus grand. Mais tu vois, une maman qui réagit vite, ou si culturellement on doit réagir vite aux pleurs de nos bébés, ou versus on est éduqué pour ne pas réagir trop vite aux pleurs de nos bébés en fait vont apprendre des choses différentes. Hmm. Tu vois? En fait, le bébé apprend dans une culture où la maman réagit plus tard que les pleurs, il doit apprendre à les gérer. Il ne faut pas trop embêter les autres avec cette demande. Dans une culture où maman réagit vite, ouais, le bébé apprend en fait que quand il pleure, maman arrive tout de suite et elle laisse à disposition pour l'aider. Tu vois? Et donc, je suis sûr, en fait, que si on compare le sud de l'Europe et le nord de l'Europe, on a des différences. Mhm. Mais tu vois aussi plus tard que ça va faire des différences. Par exemple, dans le nord de l'Europe, dans les cultures protestantes, tu vois les enfants, ils quittent beaucoup plus tôt le nid familial. Ouais, 18, 20, 21 ans, les enfants vont aux études et puis ils reviennent pas dans leur famille. Ouais. Tu vas en Italie, beaucoup d'enfants habitent toujours chez leurs parents à l'âge de 30 ans.
Tu vois aussi dans le sud de l'Europe, quand on a un problème, on mobilise beaucoup plus sa famille. Ouais. Dans le nord de l'Europe, beaucoup moins. C'est comme si dans le sud de l'Europe et dans les cultures collectivistes, quand on a un problème, ben, en fait, on doit interpeller sa famille. D'ailleurs, la famille parfois est fâchée hein, si elle a appris que tu as eu un problème et que tu ne les as pas interpellés. Ouais. Par contre, dans les cultures protestantes ou plus dans le nord, on n'embête pas sa famille quand on n'a pas des problèmes graves. Ouais. Mhm. Tu vois, en fait, tout ça, à interpeller les gens quand j'ai un problème ou ne pas les interpeller, ce sont en fait des manifestations adultes, ou en tout cas c'est l'expression du système d'attachement façonné par la culture. Et déjà très tôt, on voit les différences. Très tôt, on apprend au bébé que bah, ils ne doivent pas trop pleurer ou pas trop demander. Ou alors ils peuvent pleurer, ils peuvent demander, on est là. Tu vois? Et Donc, donc, du coup, tu vois des différences culturelles. Hein. En fait, c'est le système d'attachement qui a été façonné dans la culture, par la culture, mais tu vois aussi des différences entre les familles. Et donc, on peut développer en fonction des habitudes familiales, tu vois, différentes expressions du système d'attachement, et ça va organiser la société différemment, ou ça va organiser les familles différemment. donc, ma façon de m'être construite avec mes parents et dans ma culture va façonner ma façon de rentrer en relation avec les personnes que je rencontre, surtout les Ouais, films, ouais. j'imagine. Surtout autour des sujets de régulation et de sécurité. Tu vois, comme l'attachement, il est là pour me donner de la régulation et de la sécurité. Si je viens d'une culture, tu vois, où il y a plus de distance au niveau relationnel, quand je me sens insécurisé ou que j'ai besoin d'être régulé, je vais d'abord essayer de régler ça par moi-même. Ok, tu veux juste Ouais. dire régulation. Je suis sûre qu'il y a des personnes qui ne savent pas ce que ça veut dire. Régulation, c'est comme un thermostat, tu vois. Le thermostat, il sert à réguler la température. On peut parler de régulation au niveau émotionnel aussi. Tu vois, si j'ai de l'anxiété, j'ai besoin de la réguler. Je vais essayer de faire en sorte qu'elle soit pas trop forte. Ouais. Mais je peux, par exemple, tu vois, réguler mon anxiété en respirant, en essayant de me calmer, en calmant mes pensées qui vont avec mon anxiété. Ou je peux réguler mon anxiété en allant téléphoner à mes amis, en interpellant mon papa, ma maman, en téléphonant à mon frère et à ma sœur, en interpellant mon conjoint. Euh, Ça, c'est de la régulation interactive. Tu vois? Donc, on a des gens qui se régulent beaucoup tout seuls et il y a des gens qui se régulent beaucoup en relation. Dans Ok. les cultures, tu vois, on a demandé aux bébés, hein, on n'a pas trop réagi à leurs pleurs, on a réagi plus tard à leurs pleurs, on demande de l'autonomie, on va beaucoup apprendre à se réguler tout seul. Dans les cultures très collectivistes, hein, où on réagit très fort aux états des autres, on réagit plus vite, plus fort aux états des bébés, eh ben, on va beaucoup apprendre à se réguler les uns avec les autres. Tu vois? En fait, le système attachement dans les cultures plus distantes, il est un peu inhibé. Tu vois, on apprend à pas trop montrer sa détresse aux autres. Dans les cultures plus collectivistes, le système d'attachement, il est un peu suractivé. Donc, on montre beaucoup notre détresse parce qu'on veut que les gens le voient pour qu'ils nous régulent. On se régule les uns les autres. Tu vois? Ça, c'est des différences culturelles. Hein, il y a des cultures où on ne montre rien. Tu vas en Finlande, les gens ne montrent rien. Ils montrent très, très peu ce qu'ils ressentent. Et donc, comme ils montrent très peu ce qu'ils ressentent, en fait, culturellement, les gens se régulent beaucoup plus tout seuls. Tu vas au Maroc, les gens expriment beaucoup plus ce qu'ils ressentent. Et donc, ça veut dire qu'on se régule beaucoup plus les uns avec les autres. Mm. Régulation plus autonome en Finlande, régulation plus interactive, plus sociale au Maroc. Système attachement moins expressif en Finlande, système attachement plus expressif dans le sud de l'Europe. Et Tu ça vois? peut donner des incompréhensions quand on se rencontre entre différentes cultures, puisque... Ouais, ouais, c'est ça. Les Finlandais comprennent pas pourquoi est-ce qu'il faut faire autant de drames, Et hein, oui. et parler autant et faire autant de bruit quand ils vont au Maroc. Et les Marocains ne comprennent pas comment ça se fait que les Finlandais expriment si peu ce qu'ils ressentent. Tu vois, c'est effectivement. Alors, il n'y en a pas une culture qui est meilleure qu'une autre ou moins bonne qu'une autre. C'est juste que les systèmes d'attachement sont façonnés différents et donc ça structure la société et les rapports humains différemment. Et là, Mm. je te parle d'attachements normaux, hein. Les Marocains, en moyenne, où l'expression de l'attachement au Maroc, ben, c'est normal. Et l'expression de l'attachement en Finlande, c'est normal. Mais ça organise la culture et les rapports entre les gens différemment. Et tu vois des différences très très tôt dans l'éducation. Mhm. Euh,
Ça, c'est quand ça se passe bien, tu vois. Mais il y a aussi toute une série d'enfants qui vont devoir grandir dans des familles avec des problèmes, tu vois. Des parents déficients, des parents qui se disputent, des parents qui ont eux-mêmes le trouble d'attachement, des parents imprévisibles, tu vois. Et donc, parfois, les enfants vont devoir inventer toutes sortes de stratégies pour obtenir la sécurité et la régulation dont ils ont besoin, hein. Et on appelle ça des stratégies conditionnelles, tu vois. Donc, on a vraiment l'attachement dans son expression brute, je suis pas bien, je pleure. Et puis, il y a tout ce que les gens doivent inventer, culturellement, familialement et en fonction des contextes dans lesquels ils grandissent, pour obtenir la régulation, hein, et la sécurité dans leur milieu. Et plus tu vis dans un milieu difficile, avec des parents difficiles qui sont effrayants ou qui sont eux-mêmes effrayés, plus tu vas devoir vraiment inventer des stratégies tordues pour obtenir de la sécurité et de la régulation. Et Et toutes continue. ces stratégies relationnelles plus ou moins tordues, plus ou moins compliquées, plus ou moins bizarres, ben, sont liées en fait à comment les parents, les familles ont répondu ou pas répondu au cri d'attachement de leur bébé. Tu vois? Et Donc ça intéressait... Pardon, vas-y. ces stratégies ont fonctionné quand j'étais un enfant. Et en revanche, je continue à les appliquer Voilà. inconsciemment dans ma vie Exactement. Ouais. adulte. Donc Ouais. j'apprends à trouver de la proximité, de la régulation et de l'interaction d'une certaine manière avec les parents que j'ai. Et effectivement, tout ça va s'imprimer dans mon cerveau, va devenir des schémas automatiques. Mhm. Mais ça va conditionner alors la façon dont je vais créer les liens en tant qu'adulte. Tu vois? Si j'ai créé des schémas relationnels tordus quand j'étais petit parce que j'avais des parents tordus, ben, je vais continuer à avoir des schémas relationnels tordus quand je vais être adulte. Et ça Oui. peut créer en fait pas mal de problèmes dans mon couple, par exemple. Tu vois? En sensory, il y a ce schéma avec les quatre formes d'attachement. Donc, je sais qu'il y a plusieurs façons de les classer. Est-ce que tu pourrais peut-être dire un mot sur les différentes formes de troubles d'attachement? On ne parle pas de trouble d'attachement, hein. On parle de modalités d'attachement. Tu vois? Euh, Ça veut dire on a défini quatre grandes catégories de modalités d'attachement, c'est-à-dire de façon d'exprimer son attachement. Il y a une grande catégorie on appelle l'attachement évitant. Il y a une série de personnes qui ont ce qu'on peut appeler un attachement évitant. Ce sont des personnes en fait qui inhibent leur système attachement. Ça veut dire que quand ils sont pas bien, quand ils sont stressés, ben, ils ne montrent pas. Ça va? Et ce sont souvent des personnes dont les parents n'ont pas beaucoup répondu à leur cri d'attachement. Ou leurs parents leur ont montré qu'en fait, ils doivent grandir vite, ils doivent être autonomes plus vite. Ou des parents peut-être déprimés, des parents déconnectés. Et donc l'enfant a appris à se déconnecter de son corps, à se déconnecter de son système d'attachement pour trouver une régulation interne, un attachement évitant. Quand j'ai un attachement évitant et que je suis stressé, j'évite les gens. Je préfère être tout seul, j'aime pas en parler. Ouais. Donc mon système d'attachement est sous-activé. Il y a des personnes qui ont un attachement qu'on pourrait appeler préoccupé, hein. Ce sont des personnes dont le système d'attachement fonctionne plus fort, hein, et ça pèse difficilement. En fait, les personnes qui ont un système d'attachement qui fonctionne fort et qui s'apaise difficilement, ils sont toujours préoccupés à propos de la disponibilité des gens importants. Ouais. Et ils vont être plus vite jaloux, plus vite être stressés quand les autres ne sont pas là, ou quand le conjoint n'est pas là. Et ils vont avoir beaucoup de comportements de réassurance, hein, d'aller chercher de la réassurance auprès des personnes qu'ils aiment et qui sont importantes pour eux. En fait, ce sont des personnes qui se régulent principalement avec les autres. Ils savent pas bien se réguler tout seuls, ils ont besoin de l'autre pour se réguler. Ouais. Et comme le système d'attachement fonctionne plus fort, ben, ils sont beaucoup plus expressifs, hein, ils ont une émotionnalité beaucoup plus importante. L'intensité de leurs émotions est plus importante. Et on dit attachement préoccupé parce qu'ils sont préoccupés à propos du fait que l'autre est bien là, pour me donner de la régulation, de la protection et de l'interaction. Ça va? Donc attachement évitant, attachement préoccupé. Il y a aussi l'attachement sécure. L'attachement sécure, c'est des personnes qui ils savent se réguler tout seuls quand il n'y a personne, mais ils savent aussi s'appuyer sur d'autres personnes pour se réguler. Et ça donne pas mal de sécurité dans la vie parce qu'ils se disent, ces personnes sécures,
Que, ben voilà, moi, je marche dans la vie, je fonctionne. Si j'ai un problème, ben, c'est pas si grave, je peux me réguler. Et si jamais j'ai un problème trop important et que je ne sais pas me réguler, c'est pas grave non plus parce que je peux compter sur les autres. Ça, c'est le plus équilibré. On pourrait le dire comme ça. On va dire que c'est une forme d'équilibre parmi d'autres. En De tout cas, ils ont plus de sécurité en moyenne. plus en plus de Ça sécurité. va? Dans le... Les gens évitants, en fait, ils ont très confiance en eux, mais ils n'ont pas confiance dans les autres. Mhm. Les gens préoccupés, ils ont confiance dans les autres, mais ils n'ont pas confiance en eux. Les Mhm. gens sécures, ils ont confiance en eux, ils ont confiance dans les autres. Mhm. Tu vois? Et puis, il y a des personnes qui ont un attachement désorganisé. C'est plus un attachement traumatique. Et ce sont des personnes, en fait, qui n'ont pas confiance en eux et ils ne savent pas comment bien se réguler tout seuls, ouais, mais ils n'ont pas confiance aux autres non plus. Et là, il y a beaucoup de détresse. Tu vois? Ils ont très, très fort besoin des gens, mais comme ils ont eu un passé traumatique avec les personnes importantes, ils ne font pas non plus confiance aux gens. Et c'est des personnes qui vont souvent te montrer, ben, moi, je suis pas bien, mais quand tu m'aides, ça me fait peur parce que tu vas me faire du mal, parce que tu vas m'abandonner, parce que tu vas me rejeter. Et la détresse est très, très importante. C'est des personnes aussi qui vont développer des stratégies de contrôle relationnel beaucoup plus importantes. Tu vois? Comme j'ai besoin de l'autre et en même temps je m'en méfie, mais je veux le contrôler. Tu vois? Et on va avoir donc des personnes qui sont euh, d'autant plus contrôlantes relationnellement qu'elles sont traumatisées derrière. L'attachement désorganisé. Ouais. Et le Tu contrôle, vois? c'est souvent très inconscient. C'est par... Tout ça, c'est développé tellement tôt dans la vie que c'est extrêmement inconscient. Tout ce qui est en lien avec l'attachement, toutes les stratégies qu'on a développées sont tellement automatiques que c'est très, très inconscient. C'est dans notre personnalité, ouais. Et on a plein de comportements d'attachement, c'est-à-dire des comportements qui visent à obtenir de la régulation, de la sécurité, à travers le rapport avec les autres. On a plein de comportements comme ça qui sont complètement inconscients. Hmm. Parfois, on peut tomber malade, hein, pour obtenir de la proximité avec quelqu'un. C'est Le pas une corps, décision, hein. Il y a des gens, dès qu'ils ont un problème, ils tombent malades. Tu vois? Mais c'est une façon d'attirer la proximité des autres. Tu vois, il y a une dame, par exemple, que j'ai eu en suivi, c'est une dame qui vient de Turquie. Et elle me disait, en fait, quand moi j'exprimais mes sentiments, mes émotions, personne n'en avait rien à foutre. Par contre, quand je tombais malade, on s'occupait de moi. Tu vois? ouais. Et Et ça donc, elle aussi, a appris comme stratégie à tomber malade pour qu'on s'occupe d'elle. Elle ne le ça- décide pas, hein. Elle se dit pas le matin, je vais tomber malade. hmm. Mais quand elle n'est pas bien, elle tombe malade. C'est inconscient aussi. C'est le C'est corps. complètement inconscient. C'est le corps qui s'arrange pour obtenir du soin. Ouais. Et du coup, Ouais. j'aimerais bien te demander justement le corps dans tout ça. Tu l'as évoqué plusieurs fois. En quoi le corps peut nous aider à peut-être comprendre, à équilibrer, à nourrir ce qui a besoin d'être nourri, ouais, en quoi le corps peut nous En fait, le aider? corps, il est super important parce que c'est à travers le corps qu'on va se réguler. Tu vois? Donc, imagine quelqu'un a un attachement préoccupé ou désorganisé. C'est pas bien à se réguler tout seul. Ouais. On peut, par exemple, en thérapie, travailler avec le corps pour apprendre à se réguler tout seul. Tu vois? À travers la respiration, à travers le contact physique. À l'inverse, quelqu'un qui a un attachement évitant, il ne sait pas entrer en relation. C'est difficile. Ouais. Mais il y a plein de comportements, en fait, d'engagement de la relation qui sont bloqués. Tu vois, dans les bras, tous les comportements d'approche. Et ça va être important si on veut transformer les anciens schémas évitants au niveau de l'attachement, d'aller travailler au niveau corporel, apprendre à faire des mouvements avec le corps, d'entrer en relation. Et souvent, en fait, quand tu commences à le faire, les gens sont très, très mal à l'aise, hein, parce qu'ils n'ont pas du tout l'habitude de faire certains mouvements. Il y a des mouvements qui sont bloqués et on Hmm. va les travailler corporellement. Donc, par exemple, Mhm. si j'ai des difficultés à rentrer en relation avec d'autres, si par exemple, j'en sais rien, j'ai envie d'être en couple, mais je ne sais pas pourquoi, j'ai un schéma où j'arrive pas à aller vers des personnes, je peux travailler dans le corps, apprendre au corps de faire les mouvements, et ça va ensuite m'aider
Oui, ça peut créer des possibilités. Hmm. Et déjà, avant de faire ça, on va essayer de rendre conscient des schémas inconscients. Hmm. On va essayer d'amener les personnes à se rendre compte de comment leur corps participe à leurs problèmes. Ouais. Et les gens ne se rendent pas toujours compte de ce que leur corps dégage. Hein, il y a des corps qui, sans le savoir, disent aux autres, ah, ne t'approche pas. Ouais. On le voit parfois, tu vas à un mariage, hein, et il y a 150 personnes. Hein, il y a des personnes vers qui tu auras envie d'aller, et il y a des personnes vers qui tu n'auras pas envie d'aller, même si tu les connais pas. Tu vois? Parce que les langages des corps expriment des choses différentes. Il y a des corps qui te disent, si tu viens me parler, ben, tu seras la bienvenue, on va avoir un chouette moment. Et il y a des corps qui te disent, ne t'approche pas, j'ai pas envie de causer. Ouais. Hmm. Et si tu t'approches, je vais t'envoyer chier. Les gens ne le disent pas, ils le montrent avec leur corps. Et il Ouais, montre inconsciemment. ils le montrent inconsciemment. Il y a des corps aussi qui montrent, par exemple, enfin, qui envoient des messages du genre, si tu essayes de m'abuser ou si tu essayes de me faire du mal, je vais me soumettre. Il y a d'autres corps qui disent, si tu essaies de m'abuser, si tu essaies de me faire du mal, je vais me battre. Ouais. Alors imagine, tu as un prédateur qui se balade en rue. Alors, il va être attiré par des corps qui disent, si tu m'approches, je vais me soumettre. Ouais. Donc tu vois, le langage des corps, ce que le corps exprime socialement, c'est aussi un fameux moteur de répétition de trauma. Hmm. Ouais. Si dans ma famille, il y a beaucoup de traumas, beaucoup d'abus, et j'ai appris à me soumettre et je ne sais pas comment me défendre, mon corps le montre. Mon corps montre en fait que je m'attends à être maltraité, être abusé et que je ne me défendrai pas. Et si en tant qu'adulte, je me balade dans le monde avec un corps qui dit si tu m'attaques, je ne me défendrai pas, il y a beaucoup plus de chances que je sois à nouveau abusé. Ouais. Ouais. Et donc, ça peut vraiment Voilà. être utile quand on vit des schémas qui se répètent, de prendre conscience quelle histoire, qu'est-ce que mon corps raconte au monde, Ouais. comment je me montre sans, enfin, inconsciemment jusqu'à présent, et puis par la prise de conscience, commencer à changer la façon dont je me promène dans le monde. Exactement. D'abord la prise de conscience et puis une modification progressive. Ouais. C'est extrêmement puissant. Les moteurs de répétition, les répétitions de scénarios de vie sont... enfin, le corps a une importance très très importante dans la répétition des scénarios de vie. Et tu peux changer ta façon de penser si tu changes pas la façon dont ton corps exprime les choses. Et tu risques de répéter les mêmes scénarios dans ta vie. Ça veut dire que même si je fais tout un travail sur je commence à m'aimer, je suis, j'ai mérité d'être aimé, etc., si ça ne se traduit pas, si j'arrive pas à le vivre, à l'expérimenter corporellement, je risque de rester dans le même schéma. On va même rester dans les mêmes schémas relationnels. Ouais. Alors, je dis pas qu'il faut pas faire le travail d'essayer de s'aimer et d'essayer de changer sa façon de penser. Ouais, c'est important de le faire. Mais ça va être important d'amener ces modifications corporellement pour solidifier le changement et modifier les schémas relationnels. Ouais. Ouais. Mhm. Ok. Et ça, c'est intéressant parce qu'en fait, il y a des personnes qui restent vraiment au niveau cognitif, qui se répètent les pensées positives, mais en revanche, il n'y a rien qui est ressenti. Donc ça, en général, ça n'amène pas beaucoup de changements. En revanche, quand je travaille avec des nouvelles croyances ou avec des mantras ou avec ouais, des nouvelles croyances positives et en même temps, je les amène sur un plan physique et j'arrive à les ressentir. Là, il y a des nouvelles connexions neuronales qui se font et quelque chose dans le corps qui peut changer. C'est ça? Parce que tu peux répéter. Si, si je me répète tout le temps une Oui, phrase positive, oui, oui, oui. disons, j'ai mérité d'être aimé, je me le répète, mais en revanche, je ne le vis pas dans mon corps, Mhm. ça risque pas de changer ce que je vis dans mon quotidien. En revanche, si je me répète, j'ai mérité d'aimer, d'être aimé, et je le ressens physiquement. Ouais. Il y a mes épaules qui se relâchent, il y a mon cœur qui s'ouvre, il y a peut-être des images qui viennent. Là, il y a un vrai changement qui peut s'effectuer, c'est ça?
C'est ce que je crois. Ok. Ouais, je pense que si tu peux amener une modification de pensée à l'intérieur de ton corps, ça crée un changement plus profond. Hmm. Ouais. Parce qu'en fait, ton corps, imagine par exemple, tu vas amener la pensée je m'aime à l'intérieur de ton corps et tu vas sentir une ouverture au niveau de ta poitrine. Ouais, tu vas sentir une respiration plus facile, tu vas sentir de l'énergie qui va venir à certains endroits, de la chaleur. En fait, comme le je m'aime s'accompagne de sensations qui vont avec ce je m'aime, euh, et en fait, le je m'aime a l'air plus réel, tu vois. Hmm. Si tu dis je m'aime et qu'il se passe rien dans ton corps, et c'est comme une espèce de pensée qui est attachée à rien, tu Ouais. vois. Ouais. Et donc, tu as moins la sensation que c'est réel. En fait, le corps, quand il réagit à une pensée, il donne de la consistance à la pensée. Il donne une sensation de réalité à cette pensée. Ouais. Ouais. Donc ça, c'est du top-down, Mhm. d'en haut vers le bas. Et ce que je trouve vraiment magique en sensory, c'est que ça fonctionne aussi dans l'autre sens. C'est ça Ouais. que tu décrivais tout à l'heure. On peut apprendre des mouvements qui génèrent Il des... favorise certaines pensées. Ouais. Ouais. Il y a des postures qui vont avec certaines pensées et d'autres postures qui vont avec d'autres pensées. Hein. On peut faire l'essai. Hein. Tu vois, si j'ai une posture comme ceci, complètement effondrée, ouais. J'ai ma poitrine qui est rentrée, j'ai pas d'énergie dans mon corps, mon regard regarde le plancher. Si j'amène la pensée, je vais avoir une excellente soirée, ben, j'y crois pas. Non, Tu vois? C'est d'ailleurs quasiment impossible d'avoir ce genre de pensée dans ce corps-là. ça Par c'est contre, si je clair. mets, tu vois, de l'énergie dans mon corps, si je mets de l'énergie dans ma colonne, si j'amène plus un sourire au niveau de mon regard, enfin de mon visage, et que je me dis que je vais avoir une excellente soirée, ça a l'air vachement plus possible. Ouais. Hmm. Donc, modifier la posture, c'est créer des contextes différents pour différentes pensées. Hmm. Ouais. Donc, on peut parfois, effectivement, modifier la pensée en travaillant d'abord avec le corps. On Hmm. va amener le corps dans une posture, une attitude qui permet certaines pensées. Mm. Ok. Merci beaucoup, Raphaël. J'aurais encore 36 000 questions, mais on va arriver vers la fin tout doucement. J'aurais une question et Oui, j'ai l'impression dans ta première réponse à ma toute première question, tu as déjà commencé à répondre un peu à ça. Qu'est-ce que c'est pour toi ma sécurité intérieure? qu'est-ce que c'est pour moi la sécurité intérieure? Hmm. Je pense que je vais revenir à ma première réponse. C'est pouvoir compter sur, c'est pouvoir avoir dans mon entourage des personnes de confiance, sur qui je peux compter en cas de coup dur. Et ouais, pour moi, c'est principalement ça. C'est plus ça que quelque chose de juste individuel. Ouais. Ouais. Je pense que ma sécurité intérieure, allez, si je suis vraiment complet, c'est développer mes capacités à faire face à une série de choses, c'est être capable de me réguler moi en cas de problème, et c'est pouvoir compter sur les autres. Ouais. Alors du coup, il me vient une question par rapport à ça. Tu dois avoir l'habitude aussi de voir des personnes qui sont extrêmement seules et justement qui ne peuvent pas compter sur des personnes autour d'elles. Ouais. Comment tu les amènes vers cette sécurité-là, à pouvoir de nouveau avoir dans leur entourage des personnes sur lesquelles Ouais. compter? Et je pense qu'en thérapie, il y a des gens qui arrivent et qui sont très méfiants, hein, et très isolés. Et ils ont d'excellentes raisons de l'être. Quand toi, tu vois le parcours de certaines personnes, c'est des parcours extrêmement difficiles, avec des familles extrêmement difficiles.
abusantes, maltraitantes. Et donc, si ces personnes me disent, moi, je me méfie du genre humain, je les comprends, hein, et je les valide. Ouais. Alors, c'est parfois même très difficile pour eux de venir en séance parce qu'ils ne font pas confiance non plus. Hmm. Hein. Ils ont besoin de venir parce qu'ils vont pas bien et en même temps, c'est super difficile de faire confiance à un psy. Moi, le premier défi, ça va être de créer une confiance en thérapie. Et je me dis, en fait, c'est ça. Ce qu'on va essayer de mettre en place, c'est une relation bonne dans la séance. Ouais. Et on va essayer d'étudier toute une série de schémas relationnels dans la relation thérapeutique. Ouais. Et cette relation thérapeutique, en fait, le premier objectif d'une thérapie, c'est qu'elle soit sécure. Et une fois qu'on a réussi à créer une relation sécure dans la relation thérapeutique, on va pouvoir commencer à expérimenter un peu d'autres relations à l'extérieur. Alors, dans mon centre, au centre PEPS, on a créé aussi des groupes thérapeutiques pour des personnes traumatisées du lien. Ah. Et le groupe, c'est un deuxième outil. Donc, on a la relation thérapeutique dans laquelle on va essayer d'expérimenter de la sécurité. Et puis, on peut proposer aux personnes de venir au groupe thérapeutique. On va essayer d'expérimenter de la sécurité dans un groupe un petit peu plus grand. Et ce groupe, alors, peut servir de modèle sur comment on crée des relations positives à l'extérieur. Ça, c'est un bel outil aussi, je trouve. C'est une belle réponse, merci. Ça Ouais. illustre ce que tu disais tout à l'heure. C'est d'abord, on expérimente quelque chose dans un petit Un contexte. espace sécure. Ouais. Ouais. Et ensuite, je vais être capable de l'expérimenter Ouais. dans un contexte plus grand. Ouais. Merci beaucoup. Est-ce que toi, tu aurais encore envie de rajouter quelque chose pour que ça fasse rond pour toi, quelque chose qui est important pour toi? Je pense que j'aurais envie de terminer tout simplement en disant que la plupart des blessures qu'on va avoir en tant qu'humain, euh, elles viennent de cris d'attachement auxquels on n'a pas répondu. Ouais. Ou alors on y a mal répondu. Et donc les relations humaines, les contextes humains sont source de grandes souffrances et de grandes blessures. Ça, c'est le côté sombre de l'humanité. Euh, mais il y a aussi un côté clair, un côté merveilleux. C'est que c'est à travers les relations que les blessures vont se réparer, Hmm. que les traumas vont se réparer. Donc, si une blessure s'est installée dans un contexte relationnel difficile, dans une famille difficile, ben cette même blessure pourra se réparer si la personne a la chance de pouvoir se mettre en relation avec d'autres êtres humains dans un environnement sécure, dans un environnement prévisible et aimant. Ouais. Donc, c'est dans la relation que les blessures se créent et c'est dans les relations que les blessures se réparent. Et ça, je pense que c'est le message principal que j'ai envie de donner pour clôture. C'est trop beau, merci. Et j'ai une Mm. dernière question que je pose à toutes les personnes qui viennent. Si toi, Raphaël, maintenant, l'adulte que tu es, tu regardes toute ta vie que tu as déjà parcourue depuis ton enfance avec tous les moments joyeux, Mm. vraiment les très très bons Ouais. moments, tous les moments difficiles, tout ce que tu as traversé dans ta vie. Si tu regardes ça, quels seraient trois, trois apprentissages, trois sagesses que tu voudrais partager? Je pense que un des messages, une des choses principales que j'ai apprises dans ma vie, c'est que l'amour guérit. Faire l'expérience d'être aimé vraiment et en sécurité. C'est une expérience qui peut guérir la plupart des blessures. Ouais.
Et l'amour guérit plus et mieux que n'importe quelle autre méthode. Ouais. Dans ma vie, les personnes qui m'ont le plus aidé n'avaient pas des diplômes de psychologie. Ouais. Ils n'avaient pas fait des grandes études psychothérapeutiques. Mais par contre, c'était vraiment des personnes aimantes. Ouais. Et d'ailleurs, je les remercie pour ce qu'elles m'ont offert. Ça, c'est une première chose que j'ai apprise. Une deuxième chose que j'ai apprise, c'est que rien ne dure. Et ça aussi, ça m'a fait du bien. C'était assez difficile aussi, hein, comme réalisation, parce que rien ne dure, ça veut dire qu'on va tous mourir, on va tous disparaître un jour. Mais en même temps, c'est un grand soulagement parce qu'il n'y a aucune souffrance qui dure. Ouais, aucune souffrance ne dure. Et ça m'a aidé à aider les gens. En fait, je sais quand je les vois dans les plus grandes souffrances que ça n'a pas duré éternellement. Ouais, et ça m'aide à les accompagner, ça m'aide à rester présent aux personnes que j'accompagne. Rien ne dure. Et puis, une troisième chose que j'ai apprise, c'est qu'en soi, la vie n'a aucun sens. La vie n'a aucun sens. L'existence n'a aucun sens. Mais elle a le sens qu'on lui donne. Et on a la liberté de créer le sens qu'on veut et donner le sens qu'on veut aux choses. Et ça aussi, c'était un apprentissage très dur, parce qu'il y avait une série d'idées et de choses importantes auxquelles je m'accrochais. Quand j'ai vraiment compris que la vie en soi n'avait aucun sens, ça m'a déprimé. Ouais. Mais par contre, quand j'ai appris que je pouvais donner aux choses le sens que je voulais et que j'avais cette liberté-là, ça m'a réjoui. Merci, Donc voilà. Raphaël. Ouais, c'était très... Merci aussi, Olivia. Pour les personnes qui veulent savoir plus sur la thérapie sensorimotrice, toi, je sais que tu es difficile à rencontrer, mais où est-ce qu'elles peuvent se renseigner, se faire peut-être accompagner? Euh, enfin, il y a un répertoire des thérapeutes sensorimoteurs sur le site américain de l'Institut de thérapie sensorimotrice, mais c'est un répertoire qui n'est pas complet. Il y a très peu de praticiens qui s'y sont inscrits. Par contre, on essaie de faire une liste avec mes collègues des praticiens francophones. Donc, le mieux, c'est de contacter ma collègue Laurence Trutin. Euh, et elle est contactable, en fait, quand vous allez sur mon site. Si vous allez sur le site du centre PEPS, il y a toute une section sur la psychothérapie sensorimotrice. Si vous contactez le centre PEPS en utilisant les emails qui sont mentionnés, ben, vous tombez sur Laurence Trutin et elle peut vous renseigner. Donc sur mon site, j'essaie de rassembler en fait tout ce qu'on organise en thérapie sensorimotrice dans les pays francophones. J'espère qu'on aura la possibilité de créer un répertoire à un moment donné pour les francophones, mais il n'est pas encore tout à fait au point. Mhm. Donc Merci, voilà. je mettrai les liens dans les show notes pour les personnes. Ouais. Un énorme merci pour ton temps. Je sais qu'il est extrêmement précieux. Merci pour ce bel échange, Raphaël. Hmm. Mm. Merci aussi, Olivia. Bienvenue après cet échange. J'espère que tu es au moins aussi inspiré, apaisé et rempli de joie que moi après avoir écouté Raphaël. Si tu as envie d'apprendre plus sur la thérapie sensorimotrice, je te mets le lien du centre PEPS en dessous de cette vidéo. Et si toi tu as envie maintenant d'apprendre
un peu plus à te réguler, eh bien, comme je l'ai dit en intro, les inscriptions sont ouvertes pour le refuge à l'intérieur de toi, avec la soirée du 22 mars en live. Et si tu ne peux pas assister, il y aura un enregistrement que tu peux recevoir si tu t'inscris. Et bien sûr, tu peux t'inscrire à la lettre d'Olivia aussi, ma newsletter qui sort tous les premiers du mois et dans laquelle je te partage les personnes qui m'ont influencé dans ma vie et dans mon travail. Et puis, si cet épisode t'a parlé, tu peux bien évidemment le partager à des personnes pour lesquelles il pourrait être intéressant. Et si tu as envie de soutenir mon travail, tu peux me laisser des commentaires, des 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle tu écoutes ce podcast. Et maintenant, je te souhaite une très belle journée, une belle soirée et je te dis à bientôt.